Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fans du Polar qui sera consacrée aux Whodunites. Alors je suis désolé, je prononce à la française. Les Whodunites, qu'est-ce que c'est? C'est une prononciation anglaise à la base, c'est en fait la contraction de Who Done It, autrement dit qui l'a fait. Film avec une énigme à résoudre, généralement découvrir qui est l'assassin, donc des films policiers, vous l'aurez compris, qui se passent la plupart du temps à huis clos, avec un personnage qui veut tuer plusieurs autres, voire tous les autres personnages. Mais pas uniquement, on a une montagne de variantes, dont beaucoup d'ailleurs sont tirées de la littérature. Alors je vous ai fait un petit top 20, rapide. Le but étant de faire une vidéo un peu plus courte que la gigantesque vidéo que j'avais faite sur les mystères en chambre close, pour ceux qui l'ont regardé. Alors, d'un point de vue critères de sélection, j'ai décidé de choisir ces 20 films et de les classer en tenant compte de la qualité du scénario, des acteurs et de leur jeu bien entendu, surtout du rythme de l'histoire, faut que ça bouge un petit peu, pas qu'on s'endorme, même si les moments calmes posés psychologiques c'est sympa aussi, et surtout le dénouement, qui doit être, vous vous en doutez, assez inattendu, de préférence nous faire tomber de notre chaise ou avoir une attaque cardiaque. Alors, sans perdre un instant, on commence tout de suite notre top 20 avec le premier film, The Beast Must Die. En français, Le mystère de la bête humaine, mais bon, je trouve pas ça terrible. Alors c'est un film qui date de 1974, réalisé par Paul Annette, dont le mystère est qui est le loup-garou. Voilà, on est clairement en fait dans un film de détective, avec un milliardaire qui, parce qu'il a envie d'avoir chassé absolument toutes les créatures qui existent sur Terre, va enfermer un groupe d'invités dont il est convaincu qu'il y a parmi eux un loup-garou dans sa propriété, qui bien sûr est coupé du monde, gigantesque de plusieurs hectares, avec des caméras de surveillance et des micros de partout, et qui va chercher à démasquer le loup-garou pour le tuer. Malheureusement pour lui, ça va être extrêmement compliqué, parce que les caméras ne sont jamais au bon endroit, le loup-garou, qui est très malin, va toutes les débrancher, et ça va virer, pas à l'horreur, mais quand même au meurtre en série. Donc je vous laisse y jeter un œil pour ceux qui sont intéressés. Je précise qu'il n'existe pas en version française, uniquement en VO sous-titré français. C'est un film qui date un petit peu, mais qui vaut le détour. Évidemment, je ne saurais trop vous conseiller d'être indulgent quant aux effets spéciaux, parce qu'on se situe au milieu des années 70, donc il faut pas trop en demander. Numéro 19, Vidocq, un film beaucoup plus récent pour le coup, réalisé en 2001 par ce très cher Pitof. Alors, dans Vidocq, nous chercherons à savoir qui est l'alchimiste. Donc l'alchimiste, personnage drapé de noir, qui sautille dans tous les sens, portant un masque miroir qui, selon la légende, aspirerait les âmes. Bref, un être plus ou moins surnaturel, en tout cas avec des pouvoirs assez inquiétants. Qui est-il? Je vous laisse le découvrir en regardant Vidocq. Il a le mérite, entre autres, d'être un film français, avec des acteurs français, dont ces chers Gérard Depardieu et André Dussolier. Ainsi que Guillaume Canet, oui. Alors là aussi, j'ai mis quelques réserves, c'est une des raisons pour laquelle j'ai mis ce film aussi bas dans le classement, c'est qu'il est quand même très, très, très glauque. Je trouve ce film assez dégueulasse, en fait, voilà. Quand je l'ai découvert, j'avais bien aimé, puis je l'ai revu il y a pas longtemps, et finalement, ça m'a presque choqué. Donc regardez-le parce qu'il vaut le détour, mais peut-être pas en priorité quand même. Numéro 18 maintenant, Insaisissable, ou en anglais Now You See Me. Alors celui-là, une fois n'est pas coutume, j'ai été le voir au cinéma, puisqu'il est sorti très récemment, en 2013. Film de Louis Leterrier, parce que film franco-américain. Alors, dans ce film, nous avons une équipe de 4 magiciens qui effectuent des cambriolages sensationnels, en travaillant pour le compte d'un 5e dont ils ignorent l'identité. Ils se font appeler les 4 cavaliers. Le mystère de ce film est donc principalement, mais qui est donc le 5e cavalier? Qui les pilote tous? Alors on a ici d'excellents acteurs, hein, notamment Morgan Freeman et Michael Caine. Donc le film en lui-même a un concept assez génial et un dénouement qui, ma foi, m'a laissé sur le cul. Mais ça pêche. Ça pêche parce qu'on assiste à une montagne de tours de magie qui ne sont pas forcément tous expliqués, donc ça agace un petit peu. Puis même le film en lui-même est un petit peu brouillon par endroits, c'est un peu trop grand spectacle, un peu trop farfelu par moment, on va dire. Mais bon, on fait avec et je le conseille. Numéro 17, Cluedo, réalisé en 1985 par Jonathan Lynn.
Alors là, je vais m'arrêter un peu plus parce que pour le coup, on a vraiment là le profil type du Whodunit. Nous nous trouvons dans la campagne anglaise, dans un gigantesque manoir isolé, avec un groupe de personnes qui ne se connaissent pas, et puis des meurtres en série ont lieu et il faut retrouver qui est l'assassin. En plus de ça, donc tous les personnages portent les noms des personnages du Cluedo, qui sont en fait dans l'histoire des pseudonymes. Nous avons Madame Blanche, Mademoiselle Rose, le colonel Moutarde et j'en passe. 6 meurtres seront commis avec chacune des 6 armes que vous connaissez. Revolver, poignard, corde, chandelier, clé anglaise, matraque. Voilà, je l'ai dit. Matraque qui d'ailleurs est en fait le tuyau de plomb dans la réalité. Je sais pas pourquoi nous en français on est con, on a traduit ça matraque, mais c'est pas grave. Alors ce film est surtout une comédie policière. Vous allez beaucoup rire en le regardant normalement. Le rythme est génial. Ça va à fond la caisse, on s'ennuie pas une seule seconde et on se marre bien. Et malgré que ce soit une comédie, il y a vraiment une intrigue, avec un début, une fin, un dénouement, une enquête. On a même des flashbacks dans lesquels on revoit les meurtres en détail et tous les indices qu'on aurait pu choper mais qu'on a loupé. Mais là où c'est très violent, là où j'applaudis des deux mains, c'est que ce film a 3 fins alternatives. Et attention, c'est pas des scènes coupées, hein. Elles sont incluses dans le film. Vous regardez le film, on vous balance un premier dénouement, puis tac, on vous balance le deuxième, puis tac, on vous balance le troisième. Et si vous vous refaites le film après, ou en tout cas les extraits où vous pensez que ça va coincer, que c'est pas possible, machin, vous remarquez que si, le film a été tourné de manière à ce que chacune des 3 fins soit possible. Moi je dis bravo, c'est du grand art. Néanmoins, bon voilà, le film date un petit peu, on a le côté comédie qui vient empiéter d'une certaine façon sur le côté suspense, c'est pour ça que je l'ai mis aussi bas dans le classement. Mais pour les grands fans de polar, regardez-le, parce que c'est un culte. Numéro 16 maintenant, Les Invitations Dangereuses, The Last of Cella. Encore une fois, le titre français est pas terrible. Alors ce film a été réalisé en 1982 par Herbert Ross. Alors ce film a été pour moi un coup de cœur en fait. Il fait partie des quelques films que j'ai regardés ne les connaissant pas exprès pour voir ceux que j'allais inclure ou non dans cette vidéo. Et donc, coup de cœur. Alors bon, histoire classique, il faut deviner qui est l'assassin. Le cadre est très particulier, nous avons un mari dont la femme est morte et qui invite à bord de son bateau les 6 personnes susceptibles de l'avoir tuée en la renversant avec leur voiture. Il organise tout un véritable jeu de piste et jeu de rôle, où chacun risque de voir ses plus noirs secrets révélés. Bon, finalement, il y aura meurtre, tentative de meurtre, je ne vous en dis pas trop, avec des indices, un bon dénouement, encore une fois avec flashback à la fin, on revoit tout ce qui s'est passé. C'est bien filmé, bien joué, donc j'ai apprécié. Encore une fois, pour ceux qui ne crachent pas sur les années 80, vous pouvez le voir. Numéro 15 maintenant, alors là on revient à quelque chose de plus récent pour le coup, Le Nombre 23, réalisé en 2007 par Joel Schumacher. C'est un film qui met en vedette Jim Carrey, qui joue un homme ordinaire et qui un jour tombe sur ce livre, Le Nombre 23. Alors ce livre a 2 particularités. Premièrement, que le nombre 23 est un nombre maudit, c'est du moins ce que raconte l'histoire du livre, puisque soi-disant on le retrouverait de partout. Et surtout, quand il lit ce livre, Jim Carrey a l'impression que ce livre parle de lui et de sa vie. Il aimerait donc bien savoir qui l'a écrit. Seulement l'auteur est un pseudonyme, Top Secret, autrement dit Top Secret. Et c'est tout l'intérêt de ce film, découvrir qui est l'auteur du roman Le Nombre 23, et surtout comment il a pu avoir autant de détails sur la vie intime de Jim Carrey, en particulier de son enfance jusqu'à maintenant, quoi. Alors là aussi j'ai mis ce film un petit peu bas dans le classement parce que ma foi c'est pas celui que j'ai préféré. Voilà, j'aime Jim Carrey, l'histoire et le dénouement sont pas mal, mais encore une fois le film est peut-être un peu brouillon, le rythme est pas toujours très soutenu, il n'y a pas non plus de scène exceptionnelle, puis toute cette histoire du nombre 23 finalement agace un peu plus qu'autre chose. Voilà. Numéro 14, alors là pour le coup on tombe sur un très grand classique, et ceux qui regardent ces vidéos l'ont probablement déjà vu, en tout cas la plupart d'entre vous, Le Nom de la Rose. Alors c'est un film à la fois français, américain et je crois allemand aussi, réalisé par Jean-Jacques Hano dans 1986.
qui met en vedette Sean Connery et Christian Slater. Quand il était plus jeune, peut-être que vous ne le reconnaîtrez pas. Alors que se passe-t-il dans ce film? Déjà, nous sommes au Moyen-Âge, ce qui nous change un petit peu de nos cadres modernes habituels. Dans un monastère où des décès suspects s'enchaînent les uns après les autres. Des décès suspects et mystérieux. On commence bien sûr à parler de l'œuvre du diable. Tout le mystère est là. Comment et pourquoi là tous ces moines sont-ils assassinés? Alors je ne vais pas trop vous en dire sur l'histoire. Bon, ça tourne notamment autour de la bibliothèque. À cette époque-là, il y avait les moines copistes qui faisaient les livres. Ça tourne également, malheureusement, un petit peu autour de l'Inquisition. Hein, ne soyez pas choqués, mais il y a un petit peu de torture et également une petite séance de bûcher. Il est question de sorcellerie, de chat noir. Bon, le film est quand même grandiose en lui-même, voilà. Je l'ai mis peut-être un peu bas dans le classement, mais en tenant compte, je dirais, de son ancienneté et du fait que, ma foi, il existe quand même des choses plus récentes qui sont aussi mieux d'un point de vue scénaristique. Donc voilà, c'est mon opinion, faites-en ce que vous voulez. Numéro 13, Cortex. Alors là, nous avons un film 100% français et unique en son genre. Je suis fier de mon pays pour une fois. Donc ce film a été réalisé par Nicolas Boukrieff en 2008 et met en vedette André Dussolier. L'histoire est simple, un vieux policier en retraite atteint d'Alzheimer se retrouve donc dans une clinique spécialisée, et puis les patients de la clinique se mettent à décéder, les uns après les autres. Alors si personne ne s'inquiète parmi le personnel soignant et qu'on évoque des morts naturelles classiques, les instincts du vieux policier se réveillent et lui disent que quelque chose cloche et qu'il a affaire à des meurtres en série. Alors tout le mystère du film tourne autour de ça. Y a-t-il vraiment des assassinats parmi les résidents de la clinique? Et auquel cas, qui les assassine et pour quelle raison? Alors, j'ai mis le film assez bas dans le classement parce que malheureusement, il ne donne pas vraiment d'indices pour deviner avant la fin. Le rythme aussi peut peut-être paraître lent à certains. Il y a des périodes de passage à vide. On suit vraiment tout le film à travers André Dussolier qui est atteint d'Alzheimer. Donc quelque part c'est très intéressant de voir comment il se comporte, tous ses moyens mémotechniques. Il nous fait peut-être sa meilleure performance d'acteur de tous les temps. C'est juste génial. Après voilà, le film peut paraître longuet, puis surtout c'est bourré de fausses pistes, de conversations qu'on interprète, enfin ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup, après c'est une question d'opinion. Numéro 12 maintenant, Le crime de l'Orient Express, adapté de l'œuvre célèbre d'Agatha Christie, réalisé par Sidney Lumet, grand réalisateur de ce genre d'œuvre, en 1974. Alors, peut-être aussi que beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce livre ou déjà vu ce film, je n'en sais rien. L'histoire est simple. Hercule Poirot est en voyage dans l'Orient Express, Hercule Poirot, célèbre détective d'Agatha Christie. Un meurtre est commis dans le train, dont personne n'a pu s'échapper, et il y a 13 suspects. Les 12 passagers qui accompagnent Hercule Poirot et le contrôleur. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont tous de bords sociaux assez différents. Hein. Nous avons un vendeur d'automobiles italien, un comte et une comtesse autrichienne ou hongrois, je ne sais plus, une princesse russe avec sa domestique allemande, enfin c'est très très hétéroclite. Je n'en dirai pas davantage sur cette œuvre qui est grandiose. Simplement, soit vous lisez le livre, soit vous regardez ce film. Je vous en supplie, n'allez pas voir les adaptations les plus récentes, en particulier celle de 2010, qui est une tuerie, un massacre. Voilà. J'ai mis ce film un peu bas dans le classement en raison de son ancienneté et du fait qu'il omet quelques détails qu'on a le plaisir de retrouver dans le roman, mais c'est tout. On enchaîne avec le numéro 11, alors là non plus je vais pas beaucoup en parler, donc Le Limier, en anglais Slut, sorti en 1972, un film de Joseph L. Mankiewicz, avec, tenez-vous bien, 2 acteurs, Laurence Olivier et Michael Caine, pas un acteur de plus, ou alors uniquement des voix de doublage au téléphone. Ce film repose donc sur un face-à-face entre ces 2 hommes. C'est plus du thriller psychologique et le mystère ici c'est vraiment qui va faire quoi. Il s'agit concrètement de 2 hommes qui se partagent la même femme, le mari et l'amant, l'un des 2 étant un auteur de romans policiers, donc avec un esprit assez tordu. Je n'en dis pas davantage, le film c'est vraiment qu'est-ce qui va se passer.
Qui veut du mal à l'autre? Est-ce qu'ils se veulent vraiment du mal mutuellement? Est-ce qu'ils vont s'entretuer? Tout se passe encore une fois dans une maison de campagne isolée en Angleterre, cadre classique des Whodunit. Vraiment, regardez ce film, c'est un culte. Là aussi à connaître. Et on arrive maintenant à la moitié de cette vidéo, on rentre donc dans le top 10, avec vraiment les meilleurs films. Et c'est parti tout de suite pour le numéro 10, Basic Instinct. Alors, un film qui a déjà une petite vingtaine d'années puisqu'il est sorti en 1992, réalisé par Paul Verhoeven, mettant en scène principalement Michael Douglas et la sulfureuse, ravissante et terrifiante Sharon Stone. Alors, ce film se présente comme une intrigue assez simple, où on a en fait finalement un meurtre, un policier, et cette femme qui semble être la meurtrière toute désignée. Mais c'est justement tout le mystère. Qui est réellement dans ce film la femme fatale qui tue avec un pic à glace? On pourrait penser que c'est Sharon Stone, mais rien n'est moins sûr, puisque très vite, un deuxième suspect se pointe, à savoir cette femme, ou cette actrice comme vous voulez, qui s'appelle Jane Tripplehorn, et qui joue dans ce film le rôle de la psychiatre et criminologue qui aide la police. Et on découvre rapidement qu'elle est tout aussi suspecte que l'autre. En plus, les deux femmes se connaissaient à l'université et se détestaient. L'une est donc une romancière d'histoire policière, l'autre une criminologue, qui est donc la meurtrière. Ce film est particulièrement vicieux, il utilise ce que j'appelle la technique du pile ou face. Vous avez deux suspects et une chance sur deux de vous tromper, du début à la fin. Si vous arrivez à savoir qui est la femme fatale meurtrière entre celle-ci et celle-ci, je vous tire mon chapeau parce que personnellement je n'y suis pas arrivé. Numéro 9, Les 10 petits indiens, réalisé par George Pollock en 1965. Alors il s'agit d'une des nombreuses adaptations des 10 petits nègres d'Agatha Christie. Je vous conseille de lire le roman parce que c'est le crime parfait par excellence. En tout cas c'est mon crime parfait à moi, celui que je considère comme The Number One. Et qui est aussi considéré d'ailleurs comme The Number One dans le monde. Alors je tenais quand même à vous mettre ce film, qui même s'il ne respecte pas l'œuvre originale, justement, prend des libertés que j'adore. Il situe l'action dans une maison isolée à la montagne, au milieu de la neige, au lieu que ce soit sur une île. Je rappelle brièvement l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. 10 personnes, qui en fait sont toutes, on le découvrira, des criminels impunis, ayant toutes commis un crime de manière directe ou indirecte, poussé quelqu'un au suicide, renversé avec une voiture, etc., sont invités dans une maison par un hôte mystérieux qui, bien sûr, ne viendra pas pour la simple et bonne raison qu'il s'agit de l'un des 10. L'hôte se fait appeler Monsieur A.N. Onim, ce qui en fait forme le mot anonyme, vous le verrez. Et ils sont assassinés un par un, au rythme des couplets d'une comptine, et des figurines les représentant disparaissent également au fur et à mesure, alors qu'ils sont piégés dans cette maison de montagne. Alors encore une fois, je recommande le roman, mais voilà, ce film est mon préféré, parce que j'ai vu toutes les adaptations, et je le conseille aussi. De bons acteurs, un bon rythme, les musiques, enfin il y a tout ce qu'il faut, et vous avez toutes vos chances de découvrir qui est le coupable avant la fin, si vous avez un peu de logique. Mais c'est pas forcément ultra évident non plus. Et je vous rassure, c'est le seul unique film des années 60 en noir et blanc de ce top 20, tous les autres, sans exception, sont plus récents. Allez, numéro 8 maintenant, Piège mortel ou Death Trap, un autre film de Sidney Lumet, qui avait déjà fait Le Crime de l'Orient Express donc, de 1982. Alors ce film est un petit peu dans la lignée du film Le Limier, qu'on a vu en numéro 11. La grande question c'est qu'est-ce qui va se passer, qui va faire quoi? En l'occurrence, je vous plante le décor, on est encore une fois dans un petit manoir, petit cottage isolé de la campagne anglaise, et nous avons un auteur de pièces à succès sur le déclin, qui a invité chez lui un jeune étudiant qui vient d'écrire sa première pièce et qui est fantastique. Il aimerait donc bien se l'approprier, pourquoi pas en assassinant le jeune homme et en faisant disparaître son cadavre dans le jardin. Il y a également sur place sa femme, une médium russe et d'autres personnes que je ne citerai pas. Alors pareil, c'est assez burlesque comme histoire, et riche en rebondissements. Ce film est tout simplement non résumable. Encore une fois, je dirais que c'est un culte et qu'il faut le voir. Vous avez un rebondissement tous les quarts d'heure à peu près, et ça dure 2 heures, je vous laisse faire le calcul. Je conseille fortement, j'userai pas davantage ma salive là-dessus, regardez-le, c'est tout.
Numéro 7, Psychose 2. Eh oui, Psychose 2. Sachez qu'au total, il y en a eu 4. Le premier film Psychose que vous êtes censé connaître date de 1960 et est un film d'Alfred Hitchcock. Ici, nous avons un film de Richard Franklin de 1982. Ce film est la suite parfaitement chronologique du premier Psychose, c'est-à-dire que Norman Bates, le tueur du premier film, après avoir passé 22 ans dans un asile psychiatrique pour tous les nombreux meurtres de jeunes femmes qu'il avait commis, ressort guéri. Mais voilà que d'autres meurtres sont commis, des choses bizarres se produisent dans la petite ville bien tranquille, ainsi qu'à proximité de son motel. Alors Norman Bates est-il redevenu fou, recommence-t-il à tuer, ou s'agit-il d'une autre personne ? Pourquoi pas notamment la sœur d'une des victimes, qui lui en voulait beaucoup et qui aimerait bien se venger, très mécontente du fait qu'il soit sorti de l'asile, ou encore cette jeune fille mystérieuse dont on ne sait pas trop qui c'est qui a emménagé chez lui. À ça s'ajoutent des coups de téléphone d'une femme qui prétend être sa mère alors que sa mère est morte depuis des années. Bref, un bon film, avec de bons acteurs, un très bon scénario, une fin assez inattendue. Personnellement je l'avais anticipé mais bon, pas de très loin, j'irai pas jusqu'à dire ça. Donc je vous le conseille, voilà. Ceux qui n'ont pas vu le premier Psychose, désolé pour le spoiler, mais j'y peux pas grand chose. Donc Psychose 2 à voir, après par contre, la suite non. Faites l'impasse sur Psychose 3 et Psychose 4, parce qu'ils valent rien, de mon point de vue en tout cas. Numéro 6 maintenant, la cellule de Fermat. Alors là, on sort carrément des sentiers battus, à tous les points de vue, c'est bien pour ça que j'ai mis ce film aussi haut dans le classement. Alors déjà, c'est un film espagnol, donc pas forcément très connu chez nous, j'ai eu de la chance de le découvrir tout à fait par hasard. Film récent, donc 2007, réalisé par Luis Pedreira. Alors, ce film, que raconte-t-il ? Eh bien, l'histoire de 4 mathématiciens, en tout cas des scientifiques, mais plutôt orientés vers les mathématiques, des passionnés d'énigmes, sont invités par un mystérieux monsieur Fermat à résoudre, soi-disant, une énigme. En fait, ils se retrouvent piégés dans une grande pièce, dont la porte est bloquée, et la pièce rétrécit au fur et à mesure. Ils reçoivent régulièrement des énigmes à résoudre, sur un téléphone, et ils ont un laps de temps pour donner la réponse avant que la pièce ne se mette à rétrécir. Une fois la bonne réponse donnée, elle s'arrête, et ainsi de suite, indéfiniment. Donc toute la question de ce film, bien sûr, est qui est donc Fermat, que veut-il, mais surtout comment arriver à s'échapper de cette maudite pièce qui rétrécit sans tous mourir écrasés. Je n'en dirai pas davantage, regardez le film, et puis vous verrez bien. Numéro 5 maintenant, Exam. Alors, encore une découverte assez récente. Exam donc, de Stuart Haseltine, sorti en 2009. Alors, ce film sort aussi pas mal des sentiers battus, c'est pas vraiment à proprement parler ce qu'on pourrait appeler un whodunit. Il raconte l'histoire de 8 candidats, qui sont donc enfermés dans une salle d'examen, donc, comme dit le titre, et qui doivent répondre à une simple question test, et le meilleur d'entre eux, qui aura répondu à la question, intégrera une prestigieuse entreprise. Seulement voilà, quelle est cette question ? Le film est vraiment un thriller psychologique. Très très psychologique. Encore une fois, je vais pas tellement pouvoir vous le résumer. Sachez simplement que ce film m'a pas mal surpris, retourné la tête, et qui vaut vraiment le détour. On ne s'ennuie pas, les acteurs sont bons, encore une fois. Le dénouement est très très intéressant. Et ma foi, eh bien, regardez-le lui aussi. Si ça vous gêne pas de privilégier la psychologie à l'action, bien qu'il y ait de l'action aussi, même s'il ne sort pas de la pièce, vous adorerez. Numéro 4 maintenant, Usual Suspect. Alors, réalisé par Bryan Singer en 1995, beaucoup d'entre vous doivent le connaître, et ma foi, beaucoup aussi doivent être choqués que je ne l'ai pas mis en numéro 1 dans le classement, ou encore plus haut. Mais bon, c'est un top 20 tout à fait personnel, chacun son opinion. Moi, j'ai adoré ce film, donc qui raconte l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, de 5 malfrats obligés de travailler pour le mystérieux Keyser Söze. Alors c'est toute la question du film, qui est donc Keyser Söze ? Certains disent que c'est un mythe, une légende, d'autres disent que c'est le Napoléon du crime, le malfrat par excellence. Chacun choisit l'appellation qu'il préfère. Et ce film est réputé pour être un excellent policier, avec sa fin inattendue, etc.
J'ai beaucoup aimé ce film. Il se trouve que malheureusement pour moi, j'ai trouvé la solution au bout d'aller un petit quart d'heure. Donc j'ai pas pu l'apprécier à sa juste valeur, je pense. Bien que je l'ai quand même revu 2 ou 3 fois, et je dois dire c'est un très bon film. Très bien scénarisé, de très bons acteurs, un rythme soutenu du début à la fin, on s'ennuie pas une seconde, encore une fois. Il a tout ce qu'il faut et il méritait clairement cette place dans mon classement. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas vu, regardez-le, et pour le coup peut-être en priorité, c'est un classique archi connu chez les fans de polar. Bien, on en arrive maintenant au top 3, le tiercé gagnant. Alors, on commence tout de suite, numéro 3, TV Show. Alors je suis désolé, vous avez raison, le titre du film est pourri. Et c'est précisément la seule et unique chose que je reproche à ce film, je déteste le titre. Voilà. Sinon, nous avons affaire à un film japonais, comme vous vous en doutez, de monsieur Hideo Nakata, sorti en 2010. Alors, que se passe-t-il dans ce film? Déjà, il s'inspire d'un très grand nombre de polars, c'est tout l'intérêt d'ailleurs. 10 personnes à qui on fait miroiter un salaire mirobolant sont invitées pour une soi-disant expérience comportementale et se retrouvent enfermées dans une belle baraque en sous-sol, bon, avec des chambres, un salon, de la musique, enfin tout ce qu'il faut, surtout une étagère remplie de romans policiers. Chacun d'entre eux a dans sa chambre un coffre avec une arme à disposition. Alors il y a beaucoup d'intérêt à ce film, déjà on se demande quel est le but de tout ça. Ensuite, bon, on comprend bien sûr qu'il va y avoir des meurtres, mais alors qui va tuer qui? On ignore surtout quelles sont les armes, et qui a quelle arme, ce qui est très intéressant à deviner tout au long du film, parce qu'on nous livre vraiment les révélations au compte-gouttes. Alors, mis à part ça, un petit topo sur l'organisation. C'est très simple en fait, ils ont un robot pour les surveiller, interdiction de sortir de leur chambre au-delà de 22 heures, en tout cas s'ils se font choper par le robot, ils sont mal. Il y a même une cellule de prison, parce que chaque fois que quelqu'un est assassiné, ils sont censés mener l'enquête, et celui qui désigne le bon coupable, ou le mauvais d'ailleurs, et qui parvient à l'envoyer en prison grâce à un vote à la majorité populaire, voit sa prime doublée. Il reçoit ce qu'on appelle la prime du détective. La victime qui meurt assassinée reçoit aussi une prime qui sera versée à sa famille, et le coupable, qu'il soit innocent ou pas, le coupable désigné lors du vote, reçoit également la prime. Donc, je résume, au cas où vous n'auriez pas compris, si vous vous faites tuer, vous gagnez 2 fois plus d'argent. Si vous tuez quelqu'un ou que vous êtes injustement accusé d'avoir tué quelqu'un et envoyé en prison, vous gagnez 2 fois plus d'argent. Et si vous parvenez à envoyer le coupable ou un faux coupable en prison, vous gagnez 2 fois plus d'argent. J'ai adoré ce film. Il est génial. En plus, encore une fois, c'est bourré de rebondissements et de coups tordus, et j'avoue que j'en ai pas anticipé un seul. Ou peut-être 1 sur 10 à tout casser. Allez, numéro 2 maintenant, Profession Profiler. Mindhunters en anglais. Par le réalisateur Renny Harlin est sorti en 2004. Une petite décennie, quoi. Ce film est mon préféré, du top 20. Voilà, j'ai pas pu objectivement le mettre en numéro 1, mais je le mets en numéro 2. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce film? Déjà, je vous pose l'histoire. 8 profilers se retrouvent sur une île pour un entraînement en grandeur nature. Ils ont, disons, un instructeur du FBI qui est un petit peu bizarroïde, et qui leur fait faire des entraînements en grandeur nature avec des mannequins, du faux sang, des fausses victimes, pour voir s'ils sont capables de dresser correctement les profils psychologiques des tueurs en série qu'ils seront amenés à traquer, s'ils les laissent passer profiler. Seulement, comme vous vous en doutez, un véritable tueur en série se cache parmi eux et va se mettre à tous les liquider. Alors ça peut paraître pas du tout original, c'est original pour une montagne de choses. Premièrement, le fait que ce soit des profilers. Je sais pas si vous visualisez déjà les scènes, ils se profilent les uns les autres, mais c'est n'importe quoi, c'est un bordel. C'est juste risible. Ensuite, le tueur, qui est peut-être un des meilleurs tueurs de tous les temps, puisque justement un tueur psychologique. Il ne les tue pas physiquement, c'est-à-dire il se sert de pièges. Et des pièges plus ou moins élaborés suivant les cas. Je veux pas vous spoiler davantage, donc je vous laisserai regarder le film, que vous regarderez je pense avec plaisir. Film à huis clos, voilà, 8 profilers, qui est le tueur, bonne chance. Oui, à noter quand même chez les acteurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais on a notre ami Val Kilmer,
ainsi que Christian Slater, et pour ceux qui la connaissent, la blonde Catherine Morris, qui joue Lily Rush dans Cold Case. Voilà. Sans plus attendre, nous concluons ce top 20 avec le numéro 1. Je veux bien sûr parler du Prestige. Le Prestige. Alors un grand réalisateur déjà, Christopher Nolan. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, Christopher Nolan a réalisé entre autres Memento, Inception, la dernière trilogie Batman, et plus récemment Interstellar. Voilà, en ce qui me concerne, que des bons films ou presque. Alors, ce film, que raconte-t-il déjà ? Eh bien, l'opposition entre deux magiciens, l'un joué par Hugh Jackman et l'autre par Christian Bale. Une opposition professionnelle mais aussi personnelle. Qui sera le meilleur magicien ? Alors on se situe au 19e siècle, à l'ère des inventions, et du coup pour les magiciens à l'ère des trucs et astuces. Ce film est très dur à résumer. En mystère j'ai mis qui va gagner le duel parce que c'est toute la question. Qui de ces deux hommes triomphera de l'autre ? Mais surtout les mystères sont nombreux. Ils se font pas mal de coups fourrés l'un l'autre. Mais ça va jusqu'au meurtre, à la tentative de meurtre, des crimes sont commis. On a aussi beaucoup de mystères qui tournent bien sûr autour des tours de magie et de leur réalisation. Ce film est fantastique pour toutes les raisons que j'avais évoquées en début de cette vidéo. Bon scénario, bon rythme, bons acteurs, un dénouement monstrueux. C'est bien simple, vous êtes obligé de regarder le film une deuxième fois. En tout cas, certains passages pour voir ce que vous avez loupé. Ou alors soyez très attentifs en le regardant la première fois, mais bonne chance. Et surtout, tout est expliqué. En tout cas, il me semble, je ne crois pas qu'il y ait un seul tour de magie qu'on voit, dont la solution ne nous est pas donnée. Et c'est quand même un sacré avantage sur la plupart des films qui nous montrent des tours de magie de tarés, comme on l'a vu avant Insaisissable, mais aussi L'Illusionniste, dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, et où les solutions ne nous sont pas données, et où on s'arrache les cheveux, et où finalement ça ne sert à rien. Donc voilà. Le meilleur whodunit movies, même si c'est pas tout à fait un whodunit à proprement parler, mais peu importe, Le Prestige. Sans doute un des meilleurs films de tous les temps. Évidemment, je pourrais en parler pendant des heures, mais sans spoiler, ce serait difficile, et ce que je veux, c'est vous inciter à le voir, donc allez-y. Et revenez-en comblé, c'est le mot, et plus instruit. Je précise que c'est un très très bon ami à moi qui me l'a fait découvrir. Bon, je ne cite pas son nom dans la vidéo pour des questions d'anonymat, mais si jamais il la regarde, eh bien, mon cher M, je te remercie beaucoup. Bien, on va pouvoir envoyer le générique de fin. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et que vous irez voir au moins certains des films que je vous ai proposés. Alors évidemment, j'ai fait un top 20, mais il m'aurait peut-être fallu un top 30 ou 40, parce qu'il y a quand même d'autres films dont j'aurais voulu vous parler. Alors brièvement, je vous les ai mis ici en supplément, voilà, juste la liste. Trouble Jeu, qui est un très bon film avec Robert De Niro. The Tourist et Fenêtre secrète, avec Johnny Depp, pour ceux qui aiment l'acteur. Un cadavre au dessert, qui là est plus dans l'optique d'une comédie policière, c'est surtout du gros n'importe quoi. Si vous le regardez, c'est pour rigoler surtout. Nine Dead, un film très bien scénarisé aussi, et la saga des Scream, qui bien qu'étant une soi-disant saga de films d'horreur, joue quand même pas mal aussi sur la comédie et le suspense, le tueur changeant à chaque fois, et personnellement, sur 4 films, j'ai trouvé la solution une fois. Donc, si vous voulez être surpris, vous pouvez aussi regarder les Scream, ça vaut le détour. Encore une fois, je remercie ceux qui ont regardé cette vidéo, et peut-être aussi la précédente, et les suivantes si jamais il y en a. Ceux qui veulent peuvent me suivre sur mes pages auteurs, sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et plus récemment Google+, ou tout simplement s'abonner à la chaîne YouTube. Voilà, à bientôt!